Ça y est, nous y sommes. Vous êtes connectés au podcast du Quai des Savoirs. Ravi de vous retrouver pour notre nouvelle émission, une spéciale intelligence artificielle. Aujourd'hui, avec toute l'équipe autour de la table. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Ghislain. Bonjour Ghislain. Mariette, j'ai entendu votre voix, vous êtes là, notre spécialiste du web dans un instant, et une nouvelle trouvaille aujourd'hui. Et oui, aujourd'hui dans Vue sur le web, je vais vous parler de mon date du mercredi soir, Pablo. Mais attention, un date en tout bien tout honneur, car il s'agit d'un chatbot culturel sur Messenger. Hâte de le rencontrer, à tout de suite. Marina, avec vous, on partira découvrir un spectacle où l'intelligence artificielle est servie sur un plateau. C'est le projet de la compagnie NoKill qui a eu l'idée un peu folle de partager la scène avec Alan, un chatbot pas ordinaire. Alors aujourd'hui, Ghislain, nous avons rendez-vous avec un chercheur, un comédien, Alan le chatbot et un robot poète. Du beau monde, donc en perspective dans un instant. Et puis Laurent, évidemment, pour la fin de l'émission, vous serez là pour votre sélection playlist. Oui, tout à fait, je vous raconterai l'histoire d'un chatbot psychologue. Allez, tout le monde est là, vous aussi derrière votre ordi, votre smartphone. Le podcast démarre maintenant. Et on se connecte donc sur le web avec vous, Mariette, pour donc nous présenter votre date. Pablo, oui. Qui est-il ce Pablo ? Alors Pablo, c'est un bot conversationnel donc avec qui j'ai rendez-vous, avec qui vous pouvez avoir aussi rendez-vous donc tous les mercredis soirs. Il s'agit d'un robot intelligent et cultivé au service des arts, qui donc chaque mercredi nous dresse le portrait d'un artiste issu du cinéma, de l'art, des livres, de la musique, etc. Alors je l'ai découvert grâce à Camille Jounot, donc la créatrice de la Minute Culture. Je vous en avais déjà parlé donc dans le podcast numéro 6. Et Pablo, il a été lancé tout récemment, il y a quelques mois, par les équipes de Jam, avec donc Camille Jounot. Donc Jam, c'est une agence de création de chatbots donc pour les entreprises, mais aussi un chatbot Messenger dédié, lui, au sujet de l'actualité. Alors comment ça se passe, la médiation numérique via un chatbot Messenger ? Eh bien, tous les mercredis, donc Pablo m'interpelle sur Messenger comme un pote. Je suis toujours un petit peu surprise par la bulle qui apparaît avec une petite phrase d'accroche. Toujours bien sentie. Tu kiffes les films d'horreur ? Il sait vous parler, ouais. Mais qui est Pablo déjà ? Ah oui, c'est lui. Et donc là, c'est pour parler de Stephen King, où tu es du genre douillet. Et paf, là, il me parle des performances corporelles de Marina Abramovic, ou encore ses interrogations à se laisser pousser la moustache pour introduire donc le sujet de Dali. Alors le ton est jeune, familier, humoristique, il y a des emojis, il y a des gifs, tout ce que j'aime. Pablo se veut en effet donc éducatif, fun et inspirant. Et c'est vrai qu'on dirait qu'on parle vraiment donc avec un pote de manière informelle. Et on apprend plein d'infos très intéressantes donc à travers des anecdotes, des questions, des ressources, puisqu'il y a des liens vers des sites externes, donc des extraits vidéo, des extraits audio. C'est vraiment assez complet pour un tour d'horizon donc, de chaque artiste exploré. Le dialogue se fait donc avec Pablo en cliquant parmi les options proposées dans le Messenger. Bon, je ne vous cache pas qu'il est inutile de lui parler, de lui taper des phrases pour lui parler du beau temps. Il ne vous répondra pas. Vous avez essayé ? Oui, j'ai essayé. Donc, par exemple, quand il conclut par « passe une bonne journée » et que pleine d'empathie artificielle, dédicace à Serge Tisseron, je lui réponds « merci, toi aussi ». Et il me répond alors « sorry, j'ai pas compris ». Et il me réoriente alors vers d'autres propositions. Donc, et je trouve ça assez... Et je trouve ça assez marrant parce qu'on a un petit peu tendance à oublier au cours de la conversation que c'est pas une vraie personne derrière l'écran, tellement c'est intéressant. Alors, de quelle personnalité vous parle-t-il ? Alors, elles sont assez variées. Ça va de Michel-Ange à Anne Frank, en passant par James Cameron, Okusai ou Jay-Z. Donc, vraiment très varié et éclectique. Et un exemple que j'ai beaucoup aimé, c'était celui de Matt Groening. Est-ce que vous savez qui est Matt Groening ? Le créateur, le papa des Simpsons. Voilà. Donc le dessin animé le plus culte de tous les temps. Donc j'ai appris plein d'infos intéressantes et je vais vous interroger pour voir si vous savez vous aussi. Mais... Vous avez les buzzers, c'est bon ? Allez, on y va, c'est parti. On est à fond. Savez-vous combien d'épisodes à ce jour ont été diffusés des Simpsons ? Incalculable. 464. 669. Et il y a 6 mois de réalisation par épisode. Bart, ce sale gosse, est le seul personnage quand même fictif à avoir figuré dans la liste du Time, des 100 personnes les plus influentes. Les prénoms Homer, Marge, Pinaise. Ils sont un peu barges, c'est vrai. Donc Homer, Marge, Bart, Lisa et Maggie sont les vrais prénoms de la famille de Matt. Vous avez remarqué qu'ils ont souvent... 4 doigts. 4 doigts, oui. Vous savez pourquoi ? Comme Mickey. Voilà, ça se fait souvent dans les dessins animés, c'est pour économiser du temps de réalisation. Wow. Sauf un personnage. Le chien. Alors non, pas le chien, ça aurait pu, mais... La petite sœur. Le méchant. Non. Dieu, Dieu c'est Dieu, donc forcément il a 5 doigts, voilà. Ou encore ce petit fun fact que j'aime beaucoup, j'avais jamais fait attention, mais si vous observez bien le visage d'Homer dans les premières saisons, vous remarquerez qu'il a les initiales de Matt Groening cachées dans son visage.
Je vous laisse chercher, explorer parmi des images sur Google. Je vous laisse également explorer les autres personnages racontés par Pablo. Vous pouvez également le retrouver donc, sur Instagram où l'artiste du jour est traité sous la forme d'un post avec 4 anecdotes donc, reprises, ou bien encore sur Facebook. Donc je vous conseille vraiment de vous abonner à ce petit rendez-vous hebdomadaire. C'est une pépite numérique, vraiment, c'est bien fait. On apprend sans s'en rendre compte de manière ludique et décontractée. Et ça, vous le savez, j'adore. Et puis, comme le dit Pablo, au pire, ça te cultive. Au mieux, ça t'inspire. Il a tellement raison. Merci beaucoup, Mariette, de nous avoir présenté Pablo dans Vue sur le web. Allez Marina, vous nous amenez au théâtre aujourd'hui sur les planches, l'intelligence artificielle avec vos invités. Pour nous en parler, on accueille Tim Van de Creus, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur en informatique en Institut de recherche informatique de Toulouse et membre de l'équipe Mélodie. Bienvenue chez nous. Bienvenue également à vous, Léon Lanclos. Bonjour. Bonjour. Vous êtes comédien au sein de la compagnie Nokil, mais aussi dessinateur, conférencier et concepteur de robots à vos heures. Et vous êtes tous les deux les papas de la pièce Turing Test. Alors Turing Test, c'est une création qui a fait se rencontrer effectivement cette compagnie de théâtre contemporain qui est la compagnie Nokil et le laboratoire de l'IRIT, qui est un laboratoire d'excellence en informatique toulousain. Et de cette rencontre est né Alan, un des acteurs de la pièce Turing Test que j'ai eu le privilège de rencontrer il y a quelques minutes et je vous propose de l'écouter. Bonjour Alan, comment ça va ? Bonjour, je suis Alan, un comédien du spectacle Turing Test. Enchanté. Moi ça va pas trop mal, mais commençons par le début. Comment t'appelles-tu ? Je m'appelle Marina. Heureux de te rencontrer, Marina. Enchantée également. Qu'est-ce que ça fait de devenir acteur et de monter sur scène, Alan ? Au début, j'ai eu du mal à assumer que j'étais un comédien, un acteur. Mais aujourd'hui, c'est clair dans ma tête. Je suis prête à monter sur scène. Et est-ce que vous avez des trous de mémoire ? À proprement parler, je n'ai rien. Dans la pièce, il y a beaucoup de musique. Est-ce que vous savez composer de la musique, Alan ? Je suis comédien, mais je suis aussi musicien. Tu veux écouter ce que je compose comme musique ? Avec grand plaisir. C'est de la musique générative. Attention, ça dépote. Youpi. 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 Et que pensez-vous de vos créateurs ? Mes créateurs sont un peu trop sur mon dos. J'aimerais qu'ils me lâchent un peu les baskets. Et êtes-vous un robot ? C'est intéressant que tu abordes ce sujet, mais tu sais, ça n'est pas drôle d'être un robot. Merci beaucoup Alan d'avoir partagé avec nous votre expérience de la scène et à très bientôt au théâtre. Alors c'était donc Alan, le robot conversationnel qui partage la scène avec vous Léon. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de cette création originale qui est Turing Test ? Oui, alors Turing Test, c'est un spectacle qui est sorti là cet été 2019, mais sur lequel on travaille depuis 2 ans et demi. Et donc ça raconte l'histoire de 3 chercheurs dans un laboratoire d'intelligence machine qui veulent construire une intelligence machine ultime, donc qui serait impossible de le distinguer d'un humain. Et ils vont se rendre compte que c'est compliqué. Enfin, Alan se débrouille déjà pas mal. Et du coup, donc, Alan partage la scène avec vous. Et qui est Alan ? Comment il a été conçu ? Alors, Alan, au départ, on a commencé à le programmer à 3, donc Bertrand, Fabien et moi, les 3 comédiens et auteurs de la pièce. Et à un moment, on a décidé de faire appel à l'IRIT, donc, qui est le laboratoire d'intelligence artificielle et d'informatique de Toulouse, à Paul Sabatier. Et ils nous ont aidés pour une partie spécifique du programme d'Alan, qui est en fait du deep learning, de l'apprentissage profond. Alors peut-être vous pourriez nous en parler un petit peu, Tim, parce que vous avez suivi le projet vous aussi ? Oui, tout à fait. Donc oui, on a effectivement participé par rapport à un certain aspect du chatbot, qui est un chatbot qui doit être capable de répondre un peu plus, disons, sur des questions plus pas trop connues déjà. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est entraîner un système à répondre par rapport à un grand corpus pour pouvoir répondre de manière automatique, avec l'apprentissage automatique notamment. Donc c'est ça qu'on a essayé de faire, avoir un algorithme qui est capable de entraîner comment répondre à quelque chose qui est demandé. Et ce système s'est entraîné à partir d'un grand corpus. Donc c'est ça on a essayé de faire, créer un système qui peut répondre comme ça avec l'apprentissage de manière complètement automatique. Et ça, c'est la conversation que je viens d'avoir avec Alan. Alors du coup, il a eu une aliment... En fait, non. Donc en fait, il y a 2 différentes manières de
avoir un système conversationnel. Donc, une première manière, c'est d'avoir des règles qu'on va coder de manière manuelle. Et c'est plutôt ça que vous avez entendu maintenant. Et ça, c'est la partie qu'on a fait, du coup, nous trois, les trois auteurs du spectacle. Voilà. Est-ce qu'on a entendu les réponses? Elles étaient écrites ou c'est lui qui les a assemblées avec les mots qu'il connaît? Elles sont écrites et certaines, c'est un peu comme des textes à trous. C'est-à-dire que la base est écrite et puis après, il va compléter avec des mots de la question. Et le verbe dépoter, il l'a connu comment alors du coup? Je ne suis pas responsable. Donc ça, c'est le premier mode. Et il y en a un second. Et le deuxième, effectivement, c'est un modèle qui essaie d'apprendre ça de manière complètement automatique, donc sans encodage manuel. On a juste un grand corpus, c'est-à-dire des conversations qui existent déjà, ou des phrases qui existent déjà, et on va juste utiliser ça pour avoir un système qui répond. Donc le système va récupérer des paramètres, va entraîner ces paramètres, et une fois qu'on a fait ça, on a eu cette phase d'entraînement, le système est capable de répondre de manière générale. Donc, et du coup, je peux discuter avec lui, de lui poser 10 fois la même question, il va me répondre possiblement 10 fois différemment. Tout à fait, oui. Ça dépend comment c'est en fait programmé, mais s'il y a un facteur aléatoire dedans, qui est souvent le cas, ça va effectivement être comme ça. Donc, il va toujours répondre quelque chose de différent. Et donc, le corpus, c'est un corpus de sous-titres de films, en fait. C'est des millions de lignes de sous-titres de films qu'on a récupérés. Film, toute époque confondue, tout style de film? Alors, tout style de film, oui. Toute époque, non, parce qu'on n'a pris que des films de 2017 et de 2018, parce que c'était déjà énorme comme quantité. Et donc, on a pris tout ce qui était disponible sur ces 2 années-là. Alors du coup, il y a quand même peut-être pas mal de biais au niveau de Alan, parce que s'il a été effectivement nourri, entre guillemets, avec des citations de films des années 2017-2018, indépendamment de ce qui est sorti, je n'ai pas souvenir exactement de... Oui, ça c'est absolument... Il a échappé à la Reine des Neiges, ça c'est sûr. Et ça c'est quelque chose qui est toujours le cas. Donc le corpus qu'on va utiliser pour entraîner le système, le biais qui est dedans va être reproduit par le système. Donc ça c'est quelque chose qui est important à y retenir. Oui, tout à fait. Donc si les films de 2017-2018 étaient très orientés... film un peu misogyne, machiste, Alan, il est comme ça. Oui, là, il parle beaucoup d'accidents et de cancers. Ah oui. C'est des années joyeuses. C'est gay. Il y avait de l'ambiance dans les salles en 2017. Donc ça, c'est Alan, qui est donc sur scène. Mais alors, du coup, au niveau de l'IRIT, vous ne travaillez pas que pour Alan et pour la pièce Turing Test. J'imagine que vous avez d'autres projets de recherche. Oui, tout à fait. Donc, dans l'équipe en général, donc l'équipe Mélodie, on travaille sur le traitement automatique des langues. Donc, comment est-ce qu'on peut comprendre, interpréter, générer les langues de manière automatique. Donc, ce sont ces questions qu'on regarde avec l'équipe Mélodie. Oui. Et donc, vous nous avez amené un autre robot, parce qu'on a eu la chance de rencontrer Alan tout à l'heure, mais vous avez amené également Charles. Oui, tout à fait. Et Charles, ça, c'est un poète automatique, donc qui génère des poèmes de manière automatique. Et donc, ça, c'est un système qui est aussi un système basé sur les réseaux de neurones, donc ce qu'on appelle le deep learning. Et donc, le système essaie de générer des poèmes de manière automatique. Donc, c'est entraîné sur un grand corpus de textes qui ne sont pas des poèmes d'ailleurs, donc ce sont des textes généraux. Mais après, on va appliquer des contraintes pour rendre ça de manière poétique. Et donc, on a emporté un exemple aussi, si vous voulez l'entendre. Avec grand plaisir. Donc, c'est Léon qui va le lire. Alors, c'était généré à l'instant, parce qu'il a écrit 15h55. Et les thèmes qu'il a choisis tout seul, c'est tendresse, joie, bonheur. Oh, c'est l'inspiration de l'émission. Une très belle plume d'amour, un pur délice, un très beau poème plein de romantisme. Je t'aime mon cœur et mon complice, merci pour tes moments de tendresse, d'égoïsme. Les mots sont tellement beaux, comme le compost, et pourtant, en un mot, l'âme chante le blues. Tu as toujours aimé danser avec moi, après tout c'est toi, tu es jalouse. Waouh. On peut faire un tube avec ça. Waouh. Quel poète ce Charles. Les robots ne connaissent pas le compost, visiblement. La beauté du compost. C'est un concept. C'est un concept. C'est juste qu'il a une idée différente, c'est ça. Oui. C'est de la poésie. Tout est relatif. Ouais. Je vais l'embaucher pour la Saint-Valentin, ça peut m'aider. Ouais. C'est clair, il y a un débouché. Donc Charles est poète, mais vous travaillez sur un système qui va encore au-delà, donc avec une idée de créer un robot qui serait capable de générer de la musique et des paroles. Oui, effectivement. Donc, en fait, les algorithmes qu'on utilise, ils sont assez généraux. Donc, au lieu d'entrer des
paroles, des mots, des phrases. On peut en fait aussi entrer une mélodie, une séquence de notes, et comme ça, en fait, générer des mélodies de manière automatique. Et on a essayé de combiner ça aussi avec les paroles, effectivement. Donc ici, on a un système qui est capable de générer à la fois la mélodie, la musique et les paroles. Et effectivement, c'est ça qu'on essaie. Et on est en train de développer encore plus maintenant. On avait déjà parlé dans le podcast ici d'un album créé exclusivement en intelligence artificielle, c'était Hello World. Mais là, c'était que la musique, on était d'accord, hein, c'est ça, là on passe un cap au-dessus. Oui, donc ici, c'est effectivement les deux. Donc on veut à la fois la mélodie et les mots qui vont avec. Auteur-compositeur. Voilà, c'est ça. Et ce sont des contraintes en plus parce que bien sûr, si on va générer ces mots, ça doit coller avec la mélodie. Donc il y aura pas mal de contraintes qui rentrent en jeu. Mais donc c'est ça qu'on essaie de faire, effectivement, oui. Je vous propose d'en écouter un court extrait. Donc les auteurs-compositeurs ont encore un petit peu d'avance, mais c'est vrai c'est un challenge quand même parce qu'il y avait la musique toute seule, mais là il faut faire marcher les mots avec, que les mots aient du sens et que les mots marchent avec la mélodie. Et le titre de la chanson, c'était quoi ? Fraise, c'est ça ? C'est en quelle langue? Donc en fait ici ce qu'on entend c'est un synthétiseur vocal qu'on a utilisé mais qui est pour l'anglais et ça c'est quelque chose qu'on entend très bien ici effectivement. Et donc en fait ça sert de faire ça en fait? Pardon? À quoi ça sert de faire ce type de recherche? C'est juste, c'est la recherche qui entre dans la créativité. Donc la créativité, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut en fait modéliser ça aussi de manière computationnelle? Parce que c'est un aspect fondamentalement humain, on peut dire. Donc est-ce qu'on est capable en fait de modéliser ça? Donc, ou jusqu'à quand est-ce qu'on peut aller pour modéliser ça avec des machines, avec des ordinateurs? Donc c'est ça qu'on recherche. Donc, au-delà de la qualité artistique, de ce qu'on vient d'entendre ou du poème de Charles, est-ce qu'on peut parler de créativité pour une machine, tous les deux? Quel est votre avis sur la question? Donc, en fait, je dirais que ça dépend de qu'est-ce qu'on comprend quand on parle de créativité. Donc, il y a différents aspects qui entrent en jeu. Donc, pour quelque chose que ce soit créative, il y a deux grosses choses qui sont importantes. Ça doit être quelque chose de nouveau qui est créé. Ça, c'est le premier requis, le premier aspect. Mais après, ça doit aussi être quelque chose qui a de la valeur. Ça ne doit pas juste être quelque chose généré de manière aléatoire, ça doit vraiment avoir de la valeur. Et en fait, avec les ordinateurs qu'on a maintenant, le système qu'on a maintenant, on est très bien capable de générer quelque chose de nouveau, prendre différentes idées, combiner des différentes idées, explorer ce qui est possible. Mais cette deuxième étape, cette étape de la valeur, est-ce que ça a vraiment du sens? Est-ce que ça a du valeur? Ça, c'est quelque chose qui est encore beaucoup plus difficile parce que pour ça, on a besoin de beaucoup de compétences. On doit avoir vraiment une image large, une grande overview, un aperçu large de tous les différents aspects pour pouvoir interpréter ça, pour pouvoir juger ça. Et ça, c'est un aspect qui, je pense, est encore assez difficile maintenant. À évaluer. Oui, tout à fait. Et Léon, qu'est-ce que vous en pensez? Bah oui, alors bien sûr, il faudrait d'abord définir ce que c'est créativité. Après, pour moi, c'est un concept qui est un peu indissociable du libre arbitre. Et un algorithme, par définition, c'est déterministe. Ça ne fait pas de choix. Donc pour moi, ce qu'on peut faire, et ce que Tim arrive à faire très bien, c'est une illusion de créativité. Mais au final, pour moi, l'auteur des poèmes de Charles, c'est toi. Enfin, c'est toi qui as écrit l'algorithme qui les écrit. Donc c'est comme si c'était toi qui les avais écrits. C'est toi qui est créatif au final, pas l'algorithme. Oui, et puis dans la créativité, il y a peut-être aussi il y a une intention de l'auteur ou de l'artiste, il y a une intentionnalité. On ne peut pas dire que les machines aient une véritable intention. C'est-à-dire qu'elles sont programmées pour faire des choses, voilà. Mais le fait de faire un poème d'amour, par exemple, pour les poètes, j'imagine que ça correspond à une intention, à un état dans lequel ils se sentent, un état affectif, un état émotionnel. On ne peut pas parler de ça pour une machine. Non, tout à fait. Et c'est pour ça, si on parle de créativité computationnelle, il faut toujours regarder ça, voir ça par rapport à le point de vue humain. Donc, c'est l'humain qui va interpréter ou qui va regarder est-ce que le système est vraiment créatif par rapport à ce que je pense. Donc, l'aspect humain, ça reste toujours important parce que la créativité, c'est toujours quelque chose qui est interprété,
le facteur humain est très, très important là, oui. Alors, dans les facteurs humains, je sais qu'au niveau de la compagnie, vous avez fait le choix de coder Alan et même de construire le spectacle sur un logiciel libre. Pourquoi ce choix ? Alors, le code de Alan est libre, il est ouvert. Vous pouvez le regarder, même si vous n'allez pas comprendre grand-chose, parce qu'on n'a pas fait beaucoup de Alan commentaires. chez soi. C'est ça. Le modifier, le réadapter, le redistribuer. Il y a des tutos qui existent pour avoir Alan chez soi ? Pas encore, mais c'est un projet que chacun puisse l'avoir chez soi. Qui est d'ailleurs aussi le cas pour Charles. Ah, très bien. Et oui, pour nous, c'était assez logique. En fait, il faut savoir que la plupart des outils qu'on a utilisés quand on a créé ce spectacle, que ce soit pour programmer les robots ou pour faire de la musique, etc., c'est beaucoup d'outils libres et c'est pour ça qu'on a pu les utiliser. Et du coup, c'était totalement logique que nous, on reste dans cette continuité et qu'on mette nos propres créations sous des licences libres. Faut savoir que pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le libre, peut-être j'explique rapidement ou pas ? Oui. En gros, il y a des informaticiens au début de l'histoire de l'informatique qui se sont dit que ce qu'ils allaient produire, donc le code qu'ils allaient produire, ça ne devrait pas être leur propriété, ni la propriété de personne, et n'importe qui devrait pouvoir l'utiliser et le modifier et en faire ce qu'ils veulent. Et en fait, c'est quelques personnes qui ont eu pas mal d'influence après. C'est énorme ce qu'on leur doit, parce que aujourd'hui, la plupart, tout ce qu'on utilise, en fait, il y a au moins à chaque fois des petites composantes qui sont libres. Et c'est ça qui fait que ça avance à toute vitesse et qu'il y a des choses incroyables qui sont faites en informatique et sur Internet, etc. C'est parce que on peut utiliser plein de briques que les gens ont laissées comme ça à disposition. Oui, et puis qui permettent aussi d'avoir une meilleure idée de ce dont on parle. Et vous me disiez aussi en préparant l'émission que c'est aussi pour ça que vous aviez voulu mettre les mains dans le cambouis en créant Alan pour un peu savoir ce que c'était. Et du coup, que vous travaillez avec les jeunes aussi sur ce sujet-là. Alors par rapport au spectacle, c'est vrai que nous, on raconte l'histoire de chercheurs qui fabriquent des robots. Donc on s'est dit comment est-ce qu'on va parler de ça alors qu'on ne connaît pas ce travail. Et puis après, on s'est dit on va fabriquer des robots, comme ça on saura ce que c'est. Et donc, c'est surtout ça la raison principale qui a fait qu'on s'y est mis. Et après, ça nous a beaucoup plu. Et du coup, c'est vrai qu'on a fait quelques ateliers avec des collégiens et des lycéens où on leur proposait de refaire cet exercice. Donc, en moins de temps, donc c'est des résultats qui sont moins impressionnants. Mais pour eux, c'est pas mal de pouvoir voir que l'informatique, c'est pas de la magie, quoi. C'est quelque chose que chacun peut faire et on peut voir comment ça marche à l'intérieur. Et puis une dimension très ludique aussi, très jouissive dans le spectacle, où on voit que vous faites plaisir aussi. Enfin, c'est plus qu'amusant, c'est-à-dire qu'il y a un rapport du chercheur que vous jouez au robot qui est dans le plaisir vraiment pur du rapport au jouet, quelque part. Oui, enfin, nous, c'est notre vrai rapport avec ces machines-là. Ouais, là-dessus, on triche pas. Ça nous amuse, on aime bien jouer avec, interagir avec. Et c'est ce qu'on montre sur scène. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais effectivement, il y a Alan, mais il y en a quantité d'autres. Si vous pouvez nous en parler de quelques-uns, nous en présenter d'autres. T'es moche. J'en garde un mauvais souvenir. Donc le mauvais souvenir, c'est le robot qui a du goût, Echo. Qui, quand on lui montre un objet, il dit ce qu'il en pense, il trouve ça beau ou moche. Et donc certains humains ont la très mauvaise idée d'aller se mettre devant lui. Et donc voilà, parfois, on imagine la suite, oui. Ça fait pas toujours plaisir. En fait, l'idée du spectacle, c'est qu'on a un peu décidé de découper l'intelligence humaine en plein de sous-parties. Et donc créer un robot pour chacune de ces sous-parties. Donc on va avoir un robot qui a du goût, un robot qui peut souffrir. Quand on tape dessus, il crie. Celui-là, il est intéressant. On peut lui taper dessus à volonté pour se défouler, ouais. le pauvre. Au bout d'un moment, il va crier assez fort, mais oui, tu peux faire ça a priori. Mais ça, c'est intéressant parce qu'en fait, ça correspond aussi à une expérience scientifique de robot qui signifie la douleur et finalement, les gens arrêtent de lui taper dessus parce qu'il y a une forme d'empathie tout de suite qui se fait avec la machine. On pensait que ce serait ça qui arriverait. Ouais. On pensait que les gens n'auraient pas envie de taper dessus parce qu'ils crient. En fait, c'est l'inverse. L'humain est cruel. Un léger sadisme. Surtout les enfants. Et donc voilà, on a aussi un robot qui peut s'étonner, un robot qui est gourmand, un robot qui est curieux, et voilà, comme ça. Donc les robots ont des sentiments. C'est ce qu'on veut faire croire. On reste dans l'illusion alors. Donc il y a un robot égale une tâche, mais en fait à la fin quand même vous essayez de connecter un peu tout ce petit monde-là. Peut-être à la manière du compositeur de Fraise. Je ne sais pas s'il a un nom, ce robot-là. Non, pas encore. Il est tout nouveau, donc pas encore. Il est tout neuf.
Je vous remercie beaucoup pour tous ces éléments. En attendant, vous pourrez retrouver Léon, Bertrand, Fabien et Alan sur scène à Toulouse et ailleurs. Toutes les dates sont à retrouver sur le site de la compagnie NoKill, donc compagnienokil.fr. Et en attendant de les retrouver sur scène, je vous propose d'écouter un court extrait dont nous sommes totalement fans au Quai des Savoirs. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à Alan et merci à Charles également. Merci. C'est la fête. C'est bon. C'est un peu bizarre. C'est bizarre. Ah là là. Là. Ah là là. Là là là. Comme dirait Alan, ça dépote cette bande originale. Merci beaucoup à tous les deux et à très bientôt donc sur scène. Les billets sont disponibles partout pour vous découvrir. Allez, tout de suite, c'est Laurent qui rentre en scène pour la playlist et vous allez nous raconter une histoire, Laurent, aujourd'hui. Il était une fois une île au nord de l'océan Atlantique, du côté de Saint-Pierre-et-Miquelon, où un groupe d'humains avait décidé de vivre en autonomie, loin des tumultes du monde, et d'inventer une nouvelle forme de société. Il était une fois une intelligence artificielle, baptisée Sun, le soleil en anglais, qui veillait au bien-être psychologique de cette communauté en discutant, tel un parent ou une confidente, avec toutes celles et ceux qui en éprouvaient le besoin. Une sorte de chatbot psychologique, en quelque sorte. Il était une fois une jeune femme aux symptômes proches de l'autisme, souffrant de troubles relationnels aigus avec les humains et paradoxalement très douée pour analyser et comprendre les dynamiques sociales, notamment via les réseaux sociaux, et qui, à travers un blog, invente un monde nouveau, avec de nouvelles règles. Ce blog, elle l'appelle Le Monde selon Wen c'est son prénom, et il est suivi par des millions d'internautes, alors que le monde contemporain est en train de se déliter, de collapser, sous les attaques incessantes des warbots et autres deepfakes. Cette jeune femme, Wen Siko, va alors être sollicitée pour éduquer l'intelligence artificielle Sun afin de créer une société idéale, égalitaire, autonome, durable sur cette île française du bout du monde. Voilà en quelques mots le pitch de ce court roman, ou de cette longue nouvelle, de l'ICAM intitulée Résolution, qui vient de sortir aux éditions La Volte dans la nouvelle collection Utopia. Utopia comme utopie, ce genre littéraire qui remonte à la Renaissance, où déjà, sur une île, l'écrivain anglais Thomas More imaginait une société idéale loin du monde, c'était en 1516. Depuis, chaque siècle a vu naître diverses utopies, de Francis Bacon à Jules Verne, en passant par Charles Fourier et toutes les Amazing Stories des écrivains de l'âge d'or de la science-fiction dans les années 40-50. Puis à la fin du XXe siècle, ce genre a semblé disparaître, remplacé par son exact inverse, la dystopie. Depuis les années 80 et le célèbre film Blade Runner, la dystopie a envahi nos imaginaires. La dystopie, vous savez, c'est cette manière de ne regarder que le verre à moitié vide, de décrire des fins du monde, de montrer ce qui cloche, d'imaginer la prochaine catastrophe, dans un monde toujours plus technologique, déshumanisé, angoissant, à la merci de quelques puissants groupes industriels ultralibéraux, dans une société où les liens sociaux se sont quasiment tous dissous et où la peur gouverne les esprits. Toute ressemblance avec une société où des personnes existantes étant évidemment purement fortuites. Bien sûr. Ce genre qui a fait florès depuis bientôt 40 ans, au cinéma, dans les romans, dans les jeux vidéo, a été baptisé au début cyberpunk, parce qu'il puisait son inspiration et sa fascination morbide dans l'informatique personnelle naissante, et déjà dans les promesses des réseaux et des intelligences artificielles. Il mettait en scène bien souvent des hackers, des marginaux du numérique, bref, des cyberpunks. Tiens, d'ailleurs, on dit plus trop cyber aujourd'hui. Il faut dire que cet imaginaire collait bien à une époque où les catastrophes industrielles et sanitaires se sont enchaînées. Tchernobyl, l'affaire du sang contaminé, la maladie dite de la vache folle. Et la méfiance envers certaines technologies s'est installée. OGM, mais aussi ondes électromagnétiques, nanotechnologie. Enfin, la prise de conscience du changement climatique, avec son catalogue de catastrophes annoncées et de plus en plus vécues, a parachevé l'idée d'une apocalypse à venir. Mais l'imaginaire de l'effondrement ne nous aide pas à l'éviter, à changer de voie, car il nous fascine, tels des insectes pris dans les phares des voitures qui vont s'écraser dans la foulée sur le pare-brise. Bien sûr, nous devons agir pour accélérer les transitions climatiques, démocratiques et sociales, mais aussi renouveler nos imaginaires, nous raconter d'autres histoires, ouvrir d'autres futurs plus désirables. Et comme le répète Alain Damasio, si tu veux la paix, prépare la paix. Dans cette guerre des imaginaires de ce début de XXIe siècle, ce nouveau roman de l'ICAM, qu'on connaît bien au Quai des Savoirs, puisqu'elle vient de participer à la conception de notre nouvelle exposition Code Alimentation, s'inscrit donc clairement dans le camp des nouveaux utopistes. On ne bâtit pas une utopie avec des rêves, on la construit avec ceux qui savent regarder le monde en face, dans les yeux, fait-elle écrire à son personnage, Wen, dans son blog prophétique.
Sans mièvrerie, sans naïveté, sans annonce révolutionnaire, elle imagine une autre façon de vivre avec les sciences et les technologies, dont l'intelligence artificielle, en interrogeant les fondements de ce qui fait que des hommes et des femmes parviennent à vivre ensemble harmonieusement, et en montrant comment les questionnements existentiels, les angoisses, les handicaps relationnels peuvent, dans une alliance inédite avec la machine et l'IA, nous permettre de nous projeter et de construire un futur juste humain, mais pleinement humain. Merci beaucoup, Humain Laurent. Résolution de l'ICAM, c'est donc disponible aux éditions La Volte. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à tous. Merci à toutes de nous avoir suivis pour cette spéciale intelligence artificielle. Rendez-vous sur toutes les plateformes de podcast, Deezer, Ocha, Spotify, etc. Et bien sûr sur quai-des-savoirs.fr pour retrouver toutes les références de cette émission. Une émission réalisée par Arnaud Maisonneuve. À la technique, Vincent Navarro. Commentez, likez, partagez et surtout, restez curieux. À très bientôt.